Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue dans les Alpes pour un dimanche en politique consacré au loup. Le gouvernement doit en effet lancer un nouveau plan loup en janvier prochain pour les années 2018-2023. Nous sommes donc en pleine préparation de ce plan et le moins que l'on puisse dire, c'est que pour l'instant, les réunions entre représentants des éleveurs et associations écologistes ne se passent pas très bien. Alors, le loup et les brebis peuvent-ils cohabiter? Le pastoralisme est-il vraiment en danger? Et cette fracture entre pro et anti-loup ne cache-t-elle pas un malaise plus profond entre gens des villes et gens de la montagne? Pour répondre à toutes ces questions, nous avons invité Jacqueline Dupanloup, maire de Saint-Alban-les-Villards, petit village savoyard de 100 habitants, très touché par les attaques de loups. Vous êtes également la vice-présidente de l'Union pour la sauvegarde des activités pastorales et rurales. Et puis Pierre Mériot, d'Europe Écologie Les Verts, adjoint à la mairie de Grenoble, en charge du tourisme et de la montagne. Et à ce titre, vous siégez au conseil d'administration des parcs régionaux de Chartreuse et de Vercors, celui de Vercors très touché par le problème. Jacqueline Dupanloup, bonjour. Et première question, tout le monde aura remarqué la similitude de votre nom avec l'animal qui nous intéresse. Il y a une origine? Oui, c'est un nom haut-savoyard qui vient du village d'Évire, entre Annecy et La Roche-sur-Foron, et qui serait lié au fait qu'effectivement on pendait les loups à certains endroits. Il y avait les hameaux de Panloup et on est du Panloup. La situation à Saint-Alban-les-Villards sur ce problème de la présence du loup dans les alpages? La situation est très difficile. Moi, je suis maire depuis 2014. C'est un problème auquel on a été confronté dès notre premier été de mandat. Et c'est un problème qui va en s'aggravant et qui a des répercussions sur toute la vie de la commune. On y reviendra. Pierre Mériot, vous avez été conseiller montagne de Benoît Hamon dans un passé récent. Quel écologiste êtes-vous un pur et dur, notamment sur la question de dire l'étal de loups? Est-ce que vous êtes absolument contre ou vous acceptez que des loups puissent être prélevés? Je crois que la première question à se poser, c'est quel bienfait apporte la biodiversité au territoire de montagne. Et dans ce cadre-là, nous devons admettre que le retour du loup fait partie des bienfaits. Par contre, il faut organiser la cohabitation avec le pastoralisme qui a toute sa place en montagne. Donc oui, pour une cohabitation qui se passe bien, il faut certainement réguler les contacts, l'espèce, et pour ça, il faut sans doute accepter, à différents endroits, mais dans des circonstances à préciser et encadrer, des tirs sur des loups qui se montrent trop prédateurs, trop agressifs envers les troupeaux. Alors justement, on va commencer ce débat en donnant quelques chiffres officiels, ce sont ceux de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage. On estime aujourd'hui à 360 le nombre de loups en France. On voit sur le schéma l'évolution de sa population. Alors en statistique, on parle plutôt de zones de présence permanente du prédateur. Vous voyez, en un an, on est passé de 35 à 42 meutes. C'est 23% d'évolution sur une année. Alors comment sont-ils répartis? On dénombre une trentaine de loups en Isère, 2 loups en Haute-Savoie. En Savoie, c'était très compliqué d'avoir les chiffres. On parle de 8 meutes au total. Autre statistique, le nombre de victimes du loup. On le voit, il est chiffré à près de 10 000 animaux, avec une répartition très déséquilibrée sur le territoire. Les dégâts sont beaucoup plus importants dans les Alpes du Sud, notamment dans les Alpes-Maritimes. On va voir la carte de la France, surtout de ces cartes sud-est. Dans les Alpes du Nord, c'est la Savoie qui est le département le plus touché devant l'Isère et la Haute-Savoie. Les chiffres ont depuis évolué puisque je crois qu'en Savoie, on est à quasiment 1500 victimes du loup. Dernier graphique, le nombre de loups tués, il était l'année dernière de 40. C'est également le chiffre plafond pour 2017. On est aujourd'hui à 32 animaux tués. L'un et l'autre, qu'est-ce que vous retirez de l'analyse de ces chiffres, Jacqueline Dupanloup? Moi, je retire de l'analyse de ces chiffres beaucoup de détresse. Énormément de détresse. Il faut savoir qu'une attaque de loup, ça n'est pas simplement le loup qui rentre dans le troupeau parce qu'il a faim et qu'il prend un agneau. Quand on se trouve devant une attaque de loup et qu'elle a été massive, on découvre un charnier. C'est-à-dire qu'on découvre des bêtes tuées ou pas tuées qu'il faut abattre. On découvre que le loup en a mangé une ou deux et le reste a été étripé, dépecé, égorgé. Donc pour moi, derrière ces chiffres, 10 000 victimes, pour moi c'est ça. Parce que quand en tant que maire, je suis appelée auprès des troupeaux qui viennent d'être attaqués, c'est ça que je vois. Donc derrière ces chiffres, je vois ça et je vois l'augmentation de ces attaques et du nombre de victimes qui, année après année, s'amplifie, s'accroît et c'est une réalité qui est très difficile à vivre et très peu supportable. Pierre Mériot, vous, comment vous analysez ces chiffres?
Je partage le constat sur le fait que la situation actuelle n'est pas satisfaisante, à savoir que depuis 3 ans maintenant, il y a une politique assumée de prélèvement de loups qui se traduit pas par une baisse du nombre d'attaques. C'est donc un échec des modes de protection actuels avec des tirs de loups qui, de façon assez indiscriminée, peuvent aboutir à abattre des animaux dans la vallée, dans une vallée qui n'a rien à voir avec des vallées où il y a eu des attaques. C'est le principe du tir de prélèvement qui a été condamné par le tribunal administratif récemment à Grenoble sur un arrêté du préfet de Savoie qui ne respectait pas la légalité. Le premier problème quand même, c'est de revenir dans un cadre qui permette l'exercice de moyens de protection parce que, encore une fois, le pastoralisme a toute sa place en montagne et il faut trouver les moyens d'une cohabitation apaisée entre éleveurs et avec cette biodiversité renouvelée. Oui, j'ai vraiment envie de réagir. Si je puis me permettre sur les moyens de protection. Il faut se rendre compte que les moyens de protection, les éleveurs jouent le jeu et les mettent en place. C'est-à-dire que moi, sur ma commune, j'ai une éleveuse qui a 450 brebis. Et pour 450 brebis, elle a 5 chiens de protection, plus de chiens de conduite. Ça signifie qu'on en est à 1 chien de protection pour 90 animaux. Et malgré la présence des chiens de protection, malgré la présence des clôtures, malgré la présence des bergers, on a des attaques. Cette semaine, vous voyez, elle a été harcelée tous les jours pratiquement. Vous parlez de la détresse des éleveurs avec la prédation qui ne fait qu'augmenter. Je vous propose de visionner le reportage de Bernard Portugal et Didier Albrand qui était réalisé au cœur de l'été dernier. On l'a vu dans les chiffres, depuis les choses ne se sont guère arrangées. Les alpages du col du Glandon, des centaines d'hectares de pâture. Maurice Girard et Alain Emieux y ont installé leurs moutons il y a plus de 40 ans. Depuis le début du printemps, ils ont dû faire face à de nombreuses attaques de loups. Quand nous avons remonté le troupeau ici, eh bien, le 2e jour, première attaque, on en est à 20 attaques aujourd'hui et on en est à peu près à 140 bêtes tuées. Aujourd'hui, à la tête d'un troupeau de 1700 bêtes, les 2 éleveurs ne cachent pas leur inquiétude et leur exaspération. Lors du retour du loup dans les Alpes, ils avaient accepté de cohabiter avec l'animal, mais depuis, la situation a bien changé selon eux. 2 loups, c'était quelque chose qui était gérable avec quelques patous. Mais maintenant, avec une pression de meute, la chose n'est plus gérable. Nos exploitations n'ont plus du tout d'avenir. Elles n'ont plus rien, les jeunes. Mais quels jeunes pour reprendre des choses de ce genre? Non, moi je pense que le retour du loup, eh bien, ça a été une manière de sacrifier les alpages de montagne. Jacqueline Dupont-Loup, on est en plein dans votre secteur. Absolument. La question, est-ce que la cohabitation est possible, oui ou non? Est-ce que je peux d'abord répondre à quelque chose que M. Mériot a dit? Il a parlé de la cassation par le tribunal administratif de l'arrêté du préfet de la Savoie, pris en septembre 2015, qui autorisait le tir de 6 loups. 3 loups avaient été effectivement tués. Alors, pourquoi cet arrêté est-il cassé? Parce que on reproche en fait aux éleveurs de n'avoir pas mis en œuvre, de n'avoir pas réalisé les tirs de défense avant de passer à l'étape tir de prélèvement. La graduation de l'échelle. Mais il faut savoir que les tirs de défense, il y avait un arrêté préfectoral autorisant les tirs de défense, mais les tirs de défense, pourquoi ils n'ont pas été mis en œuvre? C'est que nos éleveurs et nos chasseurs n'ont pas pu les mettre en œuvre, parce que ce sont des zones boisées, ce sont des zones où il est difficile de tirer par manque de visibilité. Donc, effectivement, on a ensuite été obligé de recourir aux tirs de prélèvement. Mais nos éleveurs, ils avaient mis en place les moyens de protection. Les lieutenants de louveterie, les chasseurs sont allés sur le terrain pour essayer de tirer. Ils n'ont pas pu et les attaques continuaient et nos éleveurs perdaient des loups. Ce qui veut dire que... nos éleveurs perdaient des brebis, c'est un lapsus significatif. Nos éleveurs perdaient des brebis. L'établissement de ce plan de graduation de prélèvement du loup, en tout cas d'effarouchement après des tirs, il ne correspond pas à ce qui se passe sur le terrain. Il peut des fois ne pas être... En fait, l'important, pourquoi on veut tirer des loups? On veut tirer des loups pour défendre nos troupeaux et faire diminuer le nombre de victimes. On ne veut pas
tuer des loups pour tuer des loups. On veut tuer des loups pour permettre au pastoralisme de vivre, pour permettre aux éleveurs d'exercer leur métier et leur fonction sociale. Donc, répondez à ma question, est-ce que pour vous, la cohabitation est possible sur un même territoire de loups et du pastoralisme? La cohabitation n'est pas possible sans qu'il y ait entre le loup et les hommes des véritables règles de maintien à distance des loups et des troupeaux. Ça n'est pas possible de laisser croire au loup qu'il peut attaquer des brebis, que ça peut être sa proie favorite, sans qu'il ait des mesures, des sanctions, mais qui soient de vraies sanctions. Et malheureusement, ça passe effectivement par des tirs létaux qui n'ont que pour but la défense de nos bergers et de nos troupeaux. Si vous permettez, je peux réagir par rapport à ça, parce que sur cet objectif, Madame Dupanloup, on peut être d'accord. Là où peut-être on diverge, c'est sur les moyens, parce que qu'est-ce qu'un loup abattu apprend à ses congénères? Rien. En fait, ce que nous disent les scientifiques, les éthologues, c'est que pour arriver... les loups, effectivement, chassent en meute. Donc, pour arriver à transmettre un message aux loups qui se montrent agressifs envers des troupeaux ovins, il faut arriver à effaroucher le loup. Et effectivement, le problème qu'on a actuellement, c'est que les protocoles actuels ne sont pas assez efficaces. Pourquoi ils ne sont pas assez efficaces? Il y a une expertise, le MAO, qui a fait une revue complète de toute la littérature scientifique là-dessus. Moi, je ne suis pas un spécialiste du comportement animalier, hein. Je me réfère aux gens qui sont spécialistes et qui expliquent très bien que la pression mise de ci, de là par des abattages sur des meutes n'aboutit à aucune diminution de pression sur les troupeaux. Ça désorganise les meutes, ça conduit à des comportements de loups qui peuvent être tout autant dangereux pour les troupeaux. Ce qu'il faut faire par contre, je pense, et là on peut se retrouver, c'est diversifier les protocoles, c'est trouver des moyens véritablement efficaces en lien avec les éleveurs. Moi je suis en débat avec les éleveurs dans mon secteur, je suis allé en rencontrer, effectivement ils sont en réelle difficulté, je ne nie absolument pas ça. Mais pour les aider, il faut apporter plus de moyens humains, il faut apporter peut-être de la formation, de l'éducation sur les patous, parce que maintenant on commence à avoir des problèmes, en tout cas dans notre département c'est évident, on a des problèmes entre l'homme et les patous maintenant, qui posent de sérieuses questions. Donc il faut apporter une aide, mais cette aide elle doit être de façon extrêmement ciblée. C'est le sens d'une motion que nous avons votée au Parc naturel régional du Vercors, où nous avons proposé de participer avec le conseil scientifique du parc, parce que nous avons des vrais experts au Parc du Vercors, parce que le loup est là depuis plus de 20 ans maintenant, et donc nous avons proposé de tester des protocoles, de faire des diagnostics de vulnérabilité spécifiques à chaque estive, de façon à pouvoir les aider au mieux pour apporter une aide. Après, il faut mobiliser des moyens qui peuvent être différents d'une vallée à l'autre. Vous avez bien entendu ce que j'ai dit tout à l'heure. Nous ne demandons pas à tuer du loup pour tuer du loup. Oui, ça on est d'accord. Nous demandons qu'il y ait effectivement des tirs létaux pour tenir à distance les loups des troupeaux. C'est peut-être là-dessus qu'on est en désaccord. Voilà. Et je vais vous parler d'une expérience inverse, qui est l'expérience des bergers kirghizes. Il y a eu une thèse faite par quelqu'un qui maintenant travaille au CNRS. Après l'effondrement de l'Union soviétique, 15 ans après, les bergers kirghizes ont observé un changement complet du comportement des prédateurs. Au temps de l'Union soviétique, les bergers étaient armés et il y avait une régulation effective des loups dans les montagnes kirghizes. Après l'effondrement, les bergers ont rendu les fusils et la régulation des loups n'a plus été organisée. Eh bien, quand vous lisez la thèse du chercheur, vous retrouvez 15 ans après exactement ce que nous entendons de nos bergers et de nos éleveurs en France aujourd'hui. Les loups qui n'étaient plus chassés sont devenus beaucoup moins peureux, sont descendus en altitude près des villages et sont redevenus un vrai problème pour les bétails des bergers kirghizes. Donc vous avez là la contre-démonstration, en fait. Le comportement de l'animal peut changer s'il est chassé ou s'il n'est pas chassé. Effectivement, je voudrais vous montrer une image qu'on a vue sur un site suisse où un chauffeur a poursuivi un loup alors qu'il était en pleine zone urbaine. Donc aujourd'hui, le loup, quand même, il n'est plus que dans les montagnes. On voit qu'il descend de plus en plus dans les vallées.
ils mangent aussi des gros animaux. Est-ce qu'à un moment donné, vous craignez, je sais pas, qu'ils s'attaquent à un humain? Je voudrais terminer peut-être par rapport à ce que disait M. Berriot. Tir ciblé, tir efficace, tout à fait d'accord. Moyens à donner, tout à fait d'accord. Mais les moyens, ça passe aussi, par exemple, par le renforcement de la brigade actuelle, qui est une brigade dépendante de l'ONCFS. Ce sont des jeunes recrutés sur, je crois que c'était des contrats à venir. Ils sont formés, ils sont rémunérés, ils ont un statut. Et ils aident les éleveurs et les bergers à lutter contre la prédation et contre les attaques. Eh bien, renforcer ces moyens humains-là, leur donner de vrais moyens pour travailler, ça, oui, ça permettra d'avoir des tirs ciblés, ça permettra d'assurer véritablement la défense des troupeaux. Votre question, c'était, est-ce qu'on craint oui, par rapport à l'homme? Est-ce qu'en montagne, on commence à se dire, si on fait rien, un jour, alors, moi, je vais vous il y dire, aura des attaques sur, je sais pas, en tant que maire, ce que je crains beaucoup, c'est ce que j'appelle le suraccident. Le suraccident, par exemple, c'est ce qui aurait pu se passer chez moi dans ma commune le 1er décembre 2016, où nous avons eu une attaque de loup en pleine journée à 50 mètres des maisons, malgré la présence du berger, malgré la présence des patous, où le berger m'a dit le lendemain, je cite ces mots, « Madame le maire, excusez-moi d'être gore, mais la brebis est venue mourir à mes pieds, le sang giclait encore. » Ça veut dire que le loup a attaqué alors que le berger, il avait simplement le dos tourné. Le troupeau a cassé le parc, s'est répandu dans le hameau. Il y a une route, il y a des enfants qui passent en vélo. Il y a des gens qui peuvent se promener à pied. Et moi, là, je crains le suraccident, oui, effectivement. Autre point d'achoppement que le tir létal du loup, dans l'établissement du plan, c'est la question de la conditionnalité, d'attribuer des aides, ou en tout cas des remboursements aux éleveurs de dommages de victimes, si ils ont bien respecté tout l'établissement des mesures de protection de leurs troupeaux. Là, pour vous, vous considérez donc que les éleveurs aujourd'hui ne font pas tout le travail nécessaire pour protéger leurs troupeaux? Non, moi je ne considère rien du tout, je ne suis pas fondé à dire ça. Je considère que, encore une fois, on doit organiser une cohabitation la plus apaisée possible entre les éleveurs et la faune sauvage. Maintenant, il y a une question qui se pose. Évidemment, je suis d'accord avec Mme Dupanloup, nous devons accepter le coût de cette protection, qu'il soit sociabilisé, qu'il soit payé par la collectivité. Il s'élève à 25 millions d'euros. Oui, il est lourd en indemnisation essentiellement, un peu en protection, mais surtout en indemnisation. Donc cette question-là, nous devons l'aborder de façon à vérifier que les moyens qui sont alloués par la collectivité, ils sont le plus efficaces possible dans ce domaine comme dans tous les autres. Donc effectivement, moi je ne pense pas qu'actuellement, il faille poser la question forcément sous forme conditionnalité. Je pose simplement la question de la transparence des informations destinées au public et donc aux contribuables. Actuellement, dans les constats d'attaque qui sont faits, la colonne moyens de protection n'existe pas. Elle n'est pas renseignée, à ma connaissance. En tout cas, en Isère, elle n'est pas renseignée. Ça pose quand même un problème de transparence des informations, ne serait-ce que pour pouvoir scientifiquement établir des choses sur le pourcentage de troupeaux bien ou pas protégés ou mal protégés. C'est des choses sur lesquelles il faut évoluer. Moi, je ne dis pas qu'il faut qu'on rentre dans un régime de sanctions vis-à-vis des éleveurs. Je dis qu'il faut qu'on les accompagne. Et pour les accompagner, on a besoin du plus grand nombre d'informations disponibles pour travailler. Parce qu'encore une fois, on a affaire à un phénomène, à un loup qui est extrêmement intelligent, qui s'adapte de façon extrêmement rapide en fonction de la protection qu'il rencontre en face. Ça nous oblige à essayer de faire preuve d'autant d'intelligence. Alors, à ce moment de l'émission, je voudrais qu'on écoute l'interview qu'on a réalisée lors du congrès de l'ANEM le 20 octobre dernier de Christophe Castaner, porte-parole du gouvernement. Vous savez donc qu'il va être impliqué dans ce dossier. Actuellement, au niveau du calendrier, le 8 novembre prochain, à l'Élysée, il y aura une réunion entre parlementaires et les ministères concernés. Et le 7 novembre prochain, à Lyon, la veille, donc, il y aura une réunion à la DREAL qui est chargée de mettre en place ce plan loup à Lyon. Je vous propose d'écouter donc Christophe Castaner, qui connaît bien le dossier. Pendant 5 ans, j'ai été président du groupe national loup et donc mon sentiment est qu'il faut se donner les moyens de prélever et de protéger nos troupeaux. De prélever, et c'est ainsi que le gouvernement précédent, sous mon influence, a porté le chiffre jusqu'à 40, chiffre confirmé par Nicolas Hulot au cœur de l'été. Je rappelle que dans la mandature d'avant, nous avions prélevé 5 loups en 5 ans.
Là, nous avons déjà prélevé, je crois, 24 ou 25 depuis le début de l'été. Donc il y a une volonté de faire baisser la prédation. Mais on voit bien que même les mesures de protection ne suffisent pas. Parce qu'on a une croissance de près d'1 millier de bêtes qui ont été tuées depuis le début de cette année 2017. On voit aussi qu'il y a des attaques sur les bovins, sur les équins, de nombreux chiens patous. Et donc effectivement, il faut maintenir la pression. Moi, j'appelle les éleveurs, mais aussi les associations de défense de l'environnement à revenir très vite autour de la table, sous l'autorité des deux ministres de l'Agriculture et de l'Écologie, pour élaborer un nouveau plan national loup. Le loup est une espèce protégée et restera une espèce protégée. Ceux qui veulent faire plaisir en disant on va éradiquer le loup montent. Et donc je ne tiendrai pas ce discours. Mais en même temps, l'élevage est menacé aujourd'hui. Et donc il faut donner les moyens aux éleveurs, il faut renforcer ces moyens d'action, de défense et dans toute la mesure du possible, de prélèvement aussi. Le loup est une espèce protégée. Alors, dans une motion qu'a signée l'ANEM, toujours au Congrès, à ce congrès, visiblement, il y a une demande de révision de statut de protection du loup par la Convention de Berne. Oui, je suis désolée, mais je vais répondre à la question précédente parce que je crois qu'il y a une erreur dans ce qu'a dit M. Mériot. Je pense, vous avez dit, je crois, que les indemnisations coûtaient plus que les mesures de protection, mais c'est l'inverse, M. Mériot. Ce sont les mesures de protection qui, en 2016, représentent 22 millions d'euros et ce sont les indemnisations qui représentent 3 millions d'euros. Je crois bien que c'est dans ce sens-là que ça marche. Et moi, je voudrais revenir sur la conditionnalité des aides aux éleveurs, des indemnisations par rapport à la mise en place des moyens de protection, parce que nous pensons à l'USAPR que c'est quelque chose qui n'est pas acceptable. On sait très bien qu'il y a des troupeaux qui ne sont pas protégeables, mais ça, c'est reconnu, y compris par les DDT, par les services pastoraux, tout le monde dit il y a des troupeaux qui ne sont pas protégeables. Alors, ces troupeaux non protégeables, est-ce qu'on va arrêter de les indemniser? C'est pas possible. Et par rapport, par contre, au statut d'espèce protégée. Alors, par rapport au statut d'espèce strictement protégée, nous sommes effectivement pour un déclassement du loup. Et c'est le meilleur service à rendre au loup lui-même. Je peux m'expliquer. Pierre Mériot. Écoutez, je crois que la Convention prévoit des situations dans lesquelles, comme pour toute réglementation, on peut aller sur une adaptation. La question se pose de savoir si on est dans ce cas-là. Pour moi, actuellement, la France n'a pas encore fait la démonstration, parce qu'on n'a pas adapté les protocoles de protection, qu'on est dans une situation de contrainte telle que l'envisage la directive avant d'arriver à une révision. Donc je pense qu'il faut encore une fois travailler sur des protocoles locaux avec des scientifiques qui permettent de vérifier si oui ou non on peut trouver des moyens de protection efficaces. Je voudrais qu'on termine les 3 minutes qui nous restent là sur cette question des rapports entre gens des villes et gens des montagnes, puisque en septembre dernier, il y a eu des feux qui étaient allumés sur les cols et sur les sommets des Alpes par les éleveurs et les élus de la montagne, et ces feux étaient clairement dit comme étant des feux de détresse par rapport à la situation qu'il y a en montagne, et adressés donc aux gens de la plaine, Jacqueline Dumoulou. Je ne me trompe pas, c'était vraiment en disant attention, il y avait une sensibilisation à faire vis-à-vis des gens des villes. Oui. Sur la question des villes et des campagnes, je crois que ce qui est important... Est-ce que vous vous sentez abandonné ou délaissé par les gens des villes, ou en tout cas incompris? Pas par les gens des villes, c'est pas par les gens des villes qu'on se sent délaissé, par les élus, mais qu'on se considère délaissé et abandonné par les politiques publiques et en risque d'ensauvagement et d'abandon des territoires, oui, ça c'est certain. Mais sur la question des gens des villes, en fait, il y a deux aspects. Je pense que les citadins ne se rendent pas compte de la somme de travail qu'il faut pour entretenir les pâturages, les montagnes, les alpages, et pour que montagne, alpage et pâturage soient beaux. Ça, c'est sûr qu'ils ne s'en rendent pas compte. Bon. Et ils pensent que la montagne est belle en elle-même, comme ça. Non, la montagne, elle est belle par le travail humain qu'il a façonné depuis 8000 ans. Dans les Alpes françaises, c'est ça. Mais par contre, moi je pense qu'on peut se retrouver avec les gens des villes, tout simplement parce que le pastoralisme, c'est-à-dire l'utilisation de l'herbe, des forêts, des sous-bois, des prés, le pastoralisme, mais c'est la meilleure écologie qui soit. Si vous avez du pastoralisme, vous n'avez plus besoin de glyphosate. C'est sûr. Pierre Mériot, sur ce malaise quand même qui s'exprime, plus ou moins de force, mais il s'exprime quand même. Oui, oui, il y a un risque de caricaturer, entre guillemets, les clivages de cette façon, mais je rejoins complètement ce que vient de dire Madame Dupanloup. D'ailleurs, j'essaye en tant qu'élu d'y contribuer. À la mi-octobre, j'ai accueilli et inauguré à Grenoble le festival du cinéma, du pastoralisme et de l'alpage, qui a été organisé par les alpagistes de l'Isère, et où pendant 3 jours, nous avons eu des films, nous avons organisé, il y a eu des débats, j'ai participé
participé à des débats sur la question des difficultés du métier de berger actuellement. Et il y avait du monde. Il y avait beaucoup de Grenoblois qui sont venus s'informer, débattre, discuter, parce qu'il n'y a que de cette façon dans une société démocratique qu'on peut avancer. Je ne suis pas pour une confrontation stérile de point de vue. Il faut qu'on débatte des difficultés. Une chose surprenante, on a posé des questions sur Internet sur le pastoralisme et la présence du loup. C'est quand même très clivant. Qu'est-ce qui, à votre avis, et rapidement et pour clore l'émission, pourquoi ce loup génère-t-il autant de passion ? Je pense que c'est un animal mythique et je pense qu'une part de notre société est tellement privée effectivement de la nature et de ses bienfaits quand même, qu'il y a une espèce d'aspiration à cette nature sauvage de façon totalement utopique et irréaliste et sans tenir compte du travail humain dans cette nature. Pierre Mériot ? Je suis effectivement d'accord avec ce point de vue, en ajoutant quand même que les difficultés que peuvent rencontrer les éleveurs, elles ne tiennent pas que à la présence du loup. Il y a dans ce pays une politique agricole commune qui pousse un certain type d'agriculture, qui n'est pas l'agriculture qui se développe en montagne avec le pastoralisme. Donc il y a une forme de soutien qu'on peut avoir avec cette agriculture et nous essayons de le faire à Grenoble pour développer des circuits courts, une alimentation de qualité. Juste une réponse par oui, pardon. Est-ce que vous êtes optimiste sur le plan loup futur ? Pierre Mériot ? Oui, si le dialogue s'établit. Moi, je crois qu'il faut qu'on se fasse entendre. Sans ça, non. Je vous remercie tous les deux d'avoir participé à l'émission. Bien entendu, on aura l'occasion d'y revenir. Je vous souhaite une excellente après-midi.